Je m'appelle Élise, j'ai 22 ans et jusqu'à récemment, ma vie était simple, trop simple peut-être. J'avais quitté mon travail en entreprise pour écrire depuis chez moi, à l'abri du bruit, des pressions et du monde. Mon petit jardin était devenu mon bureau, un espace calme, prévisible, où rien ne dépassait. Mais parfois, il suffit d'un seul bruit pour renverser toute une existence. Ce matin-là, j'étais concentrée sur mon écran quand j'ai entendu un son étrange, un frottement, un souffle, puis un choc brutal. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon voisin, Marc, perdre l'équilibre et tomber de son échelle. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas eu peur. Je me suis juste levée et j'ai couru. Marc était allongé sur le sol, la jambe dans un angle anormal, respirant difficilement. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient. Il essayait de parler, mais la douleur lui coupait le souffle. « Marc, vous m'entendez ?» Il a ouvert les yeux, juste assez pour murmurer. « J'ai mal. » Les minutes qui ont suivi sont floues. L'appel au secours, l'attente, son regard accroché au mien comme à une bouée. Je lui ai tenu la main sans réfléchir. J'ai appelé l'ambulance. À l'hôpital, pendant que les médecins l'examinaient, j'ai appelé sa femme, Nathalie. Et là, quelque chose m'a frappée. Elle n'était pas inquiète, pas paniquée, pas bouleversée. Elle a juste dit « Je suis au travail. Je viendrai quand j'aurai fini. » J'ai raccroché, troublée. Une femme qui ne quitte pas son travail quand son mari se brise la jambe. Ce n'était pas normal. Quand elle a fini par arriver, des heures plus tard, j'ai compris pourquoi Marc avait semblé si seul dans son regard. Elle est entrée comme on entre dans une salle d'attente. Pas un bisou, pas une main posée, pas un mot tendre, juste un « ça va mieux ?» J'ai trouvé cela très bizarre, vraiment bizarre. Après le plâtre et les formalités, je les ai accompagnés jusqu'à chez eux. Marc en fauteuil roulant, Nathalie absorbée par son téléphone. Quand la porte s'est refermée derrière moi, je me suis juré que ce n'était pas mes affaires, que ma vie était calme, rangée et qu'elle devait le rester. Mais en réalité, je ne savais pas encore que le vrai accident, celui qui allait tout changer, ne venait pas de se produire dans le jardin. Il venait de s'ouvrir silencieusement, quelque part entre lui et moi. Le lendemain, je me suis levée avec une sensation étrange. Quelque chose me tirait hors de chez moi, comme si une partie de moi était restée avec Marc, là-bas, de l'autre côté de la haie. Je me suis dit que ce n'était que de l'inquiétude, de la compassion, un simple geste humain. Alors j'ai pris un petit sac et je suis allée vérifier s'il allait bien. Juste ça. Rien de plus. Quand j'ai frappé, je m'attendais à tomber sur sa femme, Nathalie. Je m'attendais à la voir courir partout, attentive, protectrice, comme on le ferait pour l'homme qu'on aime. Mais non, c'est Marc, seul, qui a ouvert la porte, assis dans son fauteuil, les traits tirés, mais le regard étonnamment vivant. « Élise, tu es venue ?» Comme si cela lui faisait réellement du bien, comme si ma présence lui manquait déjà. Je suis entrée. L'intérieur de la maison avait cette odeur de vide, celle qu'on trouve dans les endroits où l'amour ne passe plus. « Nathalie n'est pas là ?» ai-je demandé. Non. Elle avait beaucoup de choses à faire. Il a essayé de sourire, mais ce sourire-là était abîmé. Je lui ai préparé ses médicaments, puis un café, puis un repas, parce qu'il n'avait rien mangé. Et pendant que je m'occupais de tout ça, j'ai senti quelque chose de difficile à expliquer. Marc ne me regardait pas comme un voisin regarde une voisine. Il me regardait comme quelqu'un qui se sent enfin accompagné. Quand il a levé les yeux vers moi pour dire « Merci, Élise. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Quelque chose en moi s'est serré, juste un peu trop fort. Je suis rentrée chez moi le soir, en me répétant « Ce n'est rien. » Je l'aide, c'est tout. Mais dans mon lit, je pensais encore à la façon dont il m'avait regardée. Les jours suivants, c'est devenu une habitude, un rituel. Je venais voir comment il allait. Mais au fond, je savais que ce n'était plus seulement pour ça. Il me parlait de sa douleur, puis de sa solitude, de son mariage qui se vidait, du silence qui remplissait sa maison. Je l'écoutais, sans juger, sans poser de questions. Et parfois, nos mains se frôlaient. Juste une seconde. Mais cette seconde valait plus que tout ce que j'avais vécu depuis longtemps. Quand il est passé du fauteuil à la canne, je l'ai aidé à marcher un peu dans le salon.
Il avançait lentement, en s'appuyant sur moi, et chaque pas semblait le rapprocher de quelque chose qu'il tentait de cacher. Un soir, après un exercice, il s'est arrêté, très près, trop près. « Élise ?» Sa voix tremblait un peu. « Tu sais, quand tu pars, la maison paraît encore plus vide. » Je n'ai rien répondu. Je n'avais pas le droit de répondre. Je ne savais même pas quoi répondre. Alors je suis partie. Trop vite, trop brusquement. Mais à peine rentrée chez moi, j'ai réalisé que je n'avais pas fui Marc. J'avais fui ce que je ressentais pour lui. Et puis, il y a eu ce jour-là, celui où on lui a retiré le plâtre. Il marchait encore difficilement, mais il avait récupéré. Il se tenait debout, presque droit, la canne dans la main. Et quand il m'a vu arriver, il a souri. Pas un petit sourire poli. Non, un sourire vrai. Un sourire qu'on offre à quelqu'un qu'on attend. Regarde, j'y arrive grâce à toi. Je ne savais pas où mettre mes yeux, ni mes mains, ni mon cœur. Il a fait un pas vers moi, puis un deuxième. Ses doigts ont effleuré les miens, par accident, ou peut-être pas. J'ai retenu mon souffle. Élise, il faut que je sois honnête avec toi. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai senti avant même qu'il ne le dise. Ce qu'il allait avouer allait tout changer. Je ne peux plus faire semblant que tu n'as pas changé quelque chose en moi. Je n'ai pas reculé, et c'est là que j'ai compris. Je n'étais plus seulement celle qu'il avait aidé à se relever. J'étais devenue celle qu'il regardait autrement, dangereusement autrement. Je me suis tournée vers la porte, prête à partir, quand elle s'est soudain ouverte. Nathalie, sa femme, elle nous a regardés, longtemps, sans un mot, sans un geste, juste ce regard, glacé, qui voyait beaucoup plus que ce qu'on montrait. Et dans ce silence, quelque chose s'est fissuré, pour de bon. Le lendemain, comme d'habitude, j'ai préparé un petit plateau pour aller voir Marc. Une soupe chaude, quelques fruits, et ce sourire que je n'arrive plus à cacher, même quand j'essaie. Je me dis toujours que c'est juste de la compassion, mais au fond de moi, je crois que je mens. Quand je suis arrivée devant sa porte, j'ai frappé doucement. Aucune réponse. Comme la veille. Et encore une fois, la porte n'était pas verrouillée. J'ai poussé doucement et je suis entrée. La maison était silencieuse, un silence lourd, presque triste. Marc se tenait dans le salon, debout, appuyé sur sa canne. Il essayait de marcher tout seul, mais son visage était si crispé que j'ai eu mal, rien qu'en le regardant. Pourtant, quand il m'a vue, je l'ai vu, changer. Son expression s'est éclairée, comme si ma présence allégeait sa douleur. « Ah, tu es là !» Sa voix tremblait un peu, comme s'il me confiait un soulagement qu'il n'osait jamais dire. Je me suis approchée de lui. « Tu aurais dû m'appeler Marc. Tu n'as vraiment pas bonne mine. » Je voulais essayer de me débrouiller seule, pour ne pas dépendre de toi, a-t-il dit en souriant faiblement. Je lui ai pris le bras, lentement, avec précaution. Même ce geste-là, je le sentais dans tout mon corps. Je l'ai aidé à s'installer dans le fauteuil. « Ta femme n'est pas encore rentrée ? » ?»« Non. Elle finit tard. Toujours la même excuse. Je ne comprendrai jamais qu'une femme puisse laisser son mari blessé, dépendant, seul toute la journée. Je ne comprendrai jamais son absence, son indifférence. Il a baissé les yeux et je crois qu'il a pris une décision intérieure à cet instant. Tu sais, même avant l'accident, on était déjà éloignés. Éloignés comment ? Ai-je demandé, même si ce n'était peut-être pas mon rôle. Comme deux étrangers. On vit ensemble, mais il n'y a plus rien. Ces mots m'ont transpercé plus que je ne l'aurais imaginé. J'ai ouvert la soupe pour l'aider comme je le fais chaque jour. Mais cette fois, tout semblait différent. Je sentais sa respiration. Il sentait la mienne. Chaque silence pesait. Chaque geste était trop lent, trop chargé. Quand je me suis levée pour partir, quelque chose s'est passé. Marc a posé sa main sur la mienne. Une seconde, une simple seconde. Mais j'ai senti mon cœur se décrocher. Merci, vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour moi, a-t-il murmuré. J'ai essayé de ne pas trembler en répondant. Je ne te laisserai pas seule, Marc. Je suis sortie, la respiration courte, presque coupée. Je savais que je venais de franchir une limite.
Je savais que quelque chose était en train de naître entre nous, même si aucun de nous ne l'avouait, et je crois que lui aussi l'a compris. Le jour suivant, je me suis juré de rester raisonnable, de ne pas aller chez Marc, de ne pas chercher son regard, ni son sourire, ni cette façon qu'il avait de me regarder comme si j'étais la seule personne qui comptait encore dans son monde. Mais à midi, j'ai craqué. Je me suis dit que je voulais juste vérifier si tout allait bien. Juste vérifier. Un mensonge tellement évident que même moi je n'y ai pas cru. Quand je suis arrivée devant sa porte, j'ai vu la lumière allumée dans le salon. La poignée légèrement ouverte, comme s'il m'attendait. Comme hier, comme avant-hier. J'ai frappé, mais il n'a pas répondu. Alors je suis entrée. Marc était là, assis sur le canapé, sa canne posée près de lui. Il ne m'avait pas entendu. Il regardait devant lui, l'air perdu, ou peut-être l'air en train de penser à moi. Quand il a finalement tourné la tête et m'a vue, j'ai senti quelque chose bouger dans son regard. Un soulagement, une chaleur et une peur aussi, la même que la mienne. « Tu es venu », a-t-il dit doucement. Je n'ai pas trouvé quoi répondre. Je n'ai fait que sourire. Il y avait un silence, mais pas un silence vide. Un silence chargé. Un silence plein de choses que ni lui ni moi n'étions prêts à dire. Je me suis approchée pour l'aider à prendre ses médicaments. Mes doigts ont frôlé les siens. Et là, ce contact, pourtant si petit, si innocent, a tellement résonné en moi que j'ai dû me reculer d'un pas. « Ça va ?» m'a-t-il demandé. Non, ça n'allait pas. Parce que je sentais mon cœur battre trop vite. Parce que sa présence me troublait plus chaque jour. Parce que je savais que je devrais fuir. Mais que je revenais toujours. Oui, ça va, ai-je menti. Il m'a observé, attentif, presque inquiet. Tu n'es pas obligé de venir tous les jours, tu sais. Je sais, mais je suis quand même là. Tu veux t'asseoir, m'a-t-il proposé. J'ai hésité une seconde, juste une seconde, et puis je me suis assise à côté de lui. Ni trop près, ni trop loin, mais assez pour que nos jambes se frôlent légèrement. Ce simple contact m'a fait frissonner. Et je crois que lui aussi l'a senti. On est resté là, sans parler, sans bouger. Et c'était peut-être ça, le problème. Parce que dans ce silence, j'ai compris quelque chose de terrible. Si je restais encore 1 minute de plus, quelque chose allait déraper. Alors j'ai pris une inspiration rapide. J'ai attrapé mon sac et je me suis levée brusquement. Je dois y aller. J'ai du travail. Marc m'a suivi du regard, surpris, presque déçu. D'accord, mais à demain, j'ai senti mon cœur faire un bond. Je n'aurais jamais dû répondre, je le savais, mais les mots sont sortis tout seuls. Oui, à demain. Et lorsque je suis sortie, en refermant la porte derrière moi, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ce n'était plus de la compassion, ce n'était plus de l'aide. C'était autre chose, quelque chose de dangereux, quelque chose qu'aucun de nous ne contrôlait vraiment. Le lendemain, je me suis réveillée avec cette impression étrange d'être déjà en retard. En retard pourquoi ? Je ne savais pas, ou peut-être que je le savais trop bien. J'ai essayé de travailler. Impossible. Chaque fois que je levais les yeux de mon ordinateur, je voyais son visage, son regard, sa main posée sur la canne, et ce presque frôlement entre nos jambes. Hier, quand je m'étais assise à côté de lui, j'ai fermé mon ordinateur. Je n'ai même pas réfléchi. Mes pieds se sont mis à marcher tout seuls, comme s'il connaissait le chemin mieux que moi. Quand je suis arrivée devant chez lui, j'ai eu un moment d'hésitation. Un vrai, un long. Parce qu'au fond, je savais que si je franchissais cette porte aujourd'hui, ce serait différent, ce serait décisif. Ce serait la dernière fois où je pourrais encore prétendre que tout cela était innocent. J'ai inspiré profondément, puis j'ai frappé. Il a mis plus de temps que d'habitude à venir ouvrir. Et quand il est apparu, j'ai su pourquoi. Il était debout, sans la canne, tremblant, mais debout. Comme si chaque jour où j'étais venue l'avait secrètement aidé à tenir un peu plus droit. « Je voulais te montrer », m'a-t-il dit. Je recommence à marcher. Il souriait, un sourire fragile mais fier. Et ce sourire-là, je l'ai senti directement dans ma poitrine. « C'est incroyable », ai-je murmuré. « Entre », m'a-t-il dit doucement. « Fais comme chez toi. »
je suis entrée. La porte s'est refermée derrière moi. Et dans ce claquement, j'ai compris que la frontière venait de se déplacer. Encore, un peu trop. Il m'a montré ses progrès, comment il posait le pied, comment il avançait, lentement mais sûrement. Et tout le long, je sentais ses yeux sur moi. Pas comme un homme reconnaissant envers celle qui l'a aidé, pas comme un voisin, pas comme un ami, mais comme un homme qui lutte contre lui-même et qui perd. Quand il a failli perdre l'équilibre, j'ai couru pour le retenir. Mes bras ont entouré sa taille, les siens se sont accrochés à mes épaules, nos corps se sont retrouvés collés l'un contre l'autre. Et là, on n'a plus bougé. Ses mains sont restées sur moi, les miennes sur lui. Nos respirations se sont synchronisées et j'ai senti quelque chose céder à l'intérieur. Une barrière, une résistance. Je ne sais pas laquelle des deux a lâché la première, la sienne ou la mienne. « Tu devrais me lâcher », a-t-il murmuré. « Je sais », ai-je répondu. Mais aucun de nous ne bougeait. Sa joue était si près de la mienne que je sentais sa chaleur. Et quand il a tourné légèrement la tête, nos lèvres se sont presque touchées. Presque. « Je ne peux pas », a-t-il soufflé. « Moi non plus », ai-je dit. Mais nos mains, elles, ne nous ont pas écoutés. Alors il a fait ce que tous les deux avions essayé d'éviter depuis des semaines. Il m'a attiré contre lui. Vraiment, sans calcul, sans hésitation, sans fuite, et nos lèvres se sont enfin trouvées. C'était un baiser lent, long, silencieux, un baiser qui disait tout ce que nos mots avaient refusé d'avouer, un baiser qui reconnaissait que plus rien ne serait jamais comme avant. Quand il s'est interrompu, il a posé son front contre le mien. « Je ne peux plus faire semblant », m'a-t-il avoué. « Moi non plus », ai-je répondu, puis il m'a prise dans ses bras. C'était intense, comme si nous rattrapions un retard, comme si nous comblions un vide qui avait duré trop longtemps. Aucun homme ne m'avait fait ressentir cela, une telle justesse. Il savait me toucher au bon endroit. J'avais l'impression qu'il me comprenait, qu'il savait exactement comment me rassurer, comment m'apaiser. J'ai senti quelque chose se libérer en moi et je me suis laissée emporter. Nous avons fini blottis l'un contre l'autre sur le canapé. La barrière, cette distance qui nous séparait depuis longtemps, venait d'être franchie. On savait tous les deux ce que ça voulait dire. On savait ce que ça allait briser. On savait ce que ça allait coûter. Et pourtant, on était là, enlacés, responsables, coupables et terriblement vivants. Marc a pris ma main. « Je vais lui dire », a-t-il déclaré. « Je vais être honnête avec elle. Aujourd'hui. Pas demain. Pas plus tard. Aujourd'hui. » Je l'ai regardé. J'ai cherché de la peur dans ses yeux. Mais il n'y en avait pas. Il y avait juste cette certitude tranquille, celle d'un homme qui sait qu'il a trouvé ce qu'il cherchait sans jamais l'avoir cherché. Et moi, dans ce moment-là, j'ai compris que ma vie venait de changer. Pas un peu, pas doucement, mais profondément, définitivement. Je me suis rhabillée rapidement et je suis partie vite chez moi, sans regarder en arrière. Ce jour-là, Marc a quitté sa femme et moi, j'ai cessé d'être la jeune femme qui travaillait seule chez elle. Je suis devenue la femme qu'il avait choisie, la femme qu'il avait ramassée quand il était tombé, et qu'il avait ramassée à sa façon quand moi aussi je tombais sans m'en rendre compte. Ce n'était pas une histoire parfaite, ce n'était pas une histoire logique, mais c'était la nôtre. Une histoire d'amour voilé, devenu un amour assumé.